Salut à tous et bienvenue sur Radio Dixie. Comment ça va Baptiste? Salut, ça va ou quoi? Ça va très bien, j'imagine que ça va pas mal toi aussi en voyant ton relevé d'impôts. Ah, j'ai cru que tu me parlais de mon bronzage. J'ai cru que t'allais faire ça parce que j'ai un coup de soleil. Oui, c'est le mois des impôts. Après, ça me fait pas plaisir de payer des impôts non plus, tu vois ce que je veux dire. Ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup moins. Et toi, t'as vu les chiffres, donc tu peux dire c'est infiniment moins qu'en France. Mais bon, ça reste des impôts. Bah, après, ça me dérange pas d'en payer un petit peu quand même parce que de rien, tous les trucs publics où j'ai accès ici, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, C'est ça va, beaucoup tu vois, je moins suis pas- dérangeant on va dire. C'est moins dérangeant quand voilà, tu vois des trucs et que tu te dis bon, au moins, tu vois. Jusqu'ici, dès que j'ai eu à faire l'administration, ça a été rapide et bien fait. Donc déjà, gros changement. Pareil pour la police, tu sais. Genre, chaque fois, tu sais, bon, ils font leur boulot. Donc, ça Ok. fait une différence aussi. Même la justice, tout ça et tout. Au Texas, on n'est pas trop emmerdé. Et puis les routes aussi. Les Même, routes sont même quand si même. ça reste un impôt, même si ça reste coercitif, Ça reste un impôt, tu vois, ça fait jamais plaisir de donner de l'argent, voilà. Mais disons que ça fait pas aussi mal parce que c'est un chiffre raisonnable et que quand même globalement dans l'utilisation, bon, bah, pas pour tout évidemment, mais globalement, disons qu'en fait quand tu sors de l'enfer fiscal français, parce que je veux dire, c'est, tu vois, tu sors de Guantanamo, t'arrives à Fresnes, tu te dis bon, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, c'est les vacances, tu vois, c'est le soleil, c'est les copains, quoi. Donc là, bon. Ouais. Magnifique. Surtout, en fait, c'est surtout d'avoir fait le calcul. Tu sais, je me suis quand même dit, putain, mais fais le calcul quand même, tu vois. J'ai fait le même chiffre exactement, mais j'ai fait tout en comptant tous les impôts. J'ai fait vraiment, tu sais, un calcul en faisant l'ensemble des taxes que je paye ici et l'ensemble des taxes que j'aurais payé en France. C'est-à-dire, j'ai tout calculé. Le RSI, les charges sur, tu sais, tout. Ouais, Et tu oui, m'as dit la que tu somme payais là, elle moins est, en France. c'est incroyable. D'ailleurs. Je me Bah, demande d'ailleurs comment j'ai fait. Mais de toute façon, c'est réglé dès le début parce qu'en fait, tu sais, comme je vends des séjours ici, parce que je suis pas que guide de chasse en fait. Ma boîte, c'est d'organiser des séjours au Texas. En fait, en France, il faudrait que je sois déclaré pour pouvoir faire les billets d'avion et de logement. Il faudrait que je sois déclaré comme agence de voyage. Et donc, il Hmm. faudrait que j'ai une assurance personnelle, une caution personnelle de 200 000 euros. Ah Il ouais. faudrait que je sois caution personnelle de 200 000 euros. C'est le minimum pour avoir ta licence d'agence de voyage. Donc déjà, avant même de dire que tout ce que je fais en chasse, machin et tout, ce serait quasiment impossible en France, voire impossible, rien que le fait de truc, ça m'aurait... En fait, ça n'aurait pas pu exister parce que Enfin, inutile de préciser que je n'ai pas 200 000 euros de côté. Voilà. Tu vois. Donc Et c'est là où on qu'aucune voit banque en France, évidemment, aucune banque en France, vu qu'ils veulent déjà pas que j'ai un compte, une carte de débit, une carte de retrait ou un chéquier, évidemment, qu'ils m'auraient pas prêté 200 000 euros. Hein. Ça, j'ai pas c'est besoin de le sûr et certain. préciser. C'est là où on voit les barrières à l'entrée parce que justement, c'est les gens qui ont envie de se lancer, qui ont envie de prendre des risques. S'ils viennent pas d'une famille fortunée, ben, en France, ils peuvent pas le faire. Oui, j'ai du Mais mal à bref. comprendre cette histoire de caution de 200. Parce que ils disent oui, mais c'est si, par exemple, les voyages sont annulés et tout, pour pouvoir rembourser. Alors, déjà, 200 000 euros de voyage, ça commence à être du gros voyage. Et puis, je sais pas, enfin, il y a des assurances, non? Pourquoi il faut pas juste prendre une assurance tout simplement Enfin, je sais Parce pas, qu'il y a un ça tard qui s'est levé un jour et qui s'est dit tiens, on va Oui, c'est inventer une nouvelle règle c'est pour les le voyages. jet de dés. J'ai pensé à toi d'ailleurs quand j'ai vu que. Alors, je sais pas si tu as vu cette taxe sur les livres d'occasion. Donc là, maintenant, ils vont taxer les livres d'occasion en France. C'est-à-dire, quand tu revends un livre sur le Bon Coin, il y aura une taxe à payer. Parce que ça fait. Donc là, bon, il fallait trouver une justification. Donc la justification, c'est que ça fait concurrence au livre neuf. Bon, alors ça, j'aimerais voir l'étude quand même. J'aimerais bien voir l'étude là-dessus. Parce qu'on peut pas dire non plus que le marché de l'occasion des livres, c'est vraiment un truc. Tu vois, on parle pas de l'automobile, quoi. Mais c'est surtout que là, ça m'a vraiment fait penser à ce qu'on disait avec. Ils prennent le dico, alors ils trouvent un livre. Est-ce qu'on taxe les livres? Oui, on les taxe déjà. Ah, mais les livres d'occasion. Ah non, ça c'est vrai que non. Et après, ils jettent le dé. Ah, Hop, l'enfer. 8,75. Allez, c'est noté. C'est Ouais, il bon, on peut sort aller d'où ce bouffer. de chiffre de Ça et en sort plus, mec, de nulle part. c'est un truc qui a déjà été taxé une première fois et là, il va être retaxé une deuxième fois quand Oui, tu il a vas le été revendre. taxé. Non, mais attends, il n'a pas été taxé une fois. Il a été taxé 76 fois depuis l'arbre qui a été coupé. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à ce que ce soit un livre, il a été taxé 76 fois. Et une fois que tu le revends, allez, une petite taxe. Voilà. Ah ouais, parce que le mec qui loue, le mec qui a vendu le terrain
pour planter les arbres, il a payé des taxes. Le En mec vrai, qui a en vrai qui aujourd'hui, a acheté du matériel pour planter des arbres, il a payé des taxes. Lorsqu'il a vendu, c'est son ça. bois, il a payé des taxes. L'autre qui l'a transformé en papier a payé des taxes, et cetera, et cetera, et cetera. Enfin bon, Le mec, bref. il a écrit tout, l'éditeur. Mais surtout, c'est vrai que le problème, si les gens ne lisent plus en France, c'est vraiment. Enfin, tu sais, le problème, si les gens n'achètent pas de livres, c'est vraiment les livres d'occasion. C'est pas du tout parce que les gens ne lisent pas de livres que le niveau scolaire et intellectuel a chuté, etc. Non, ça n'a rien à voir, d'accord. Là, vous Mais allez c'est même, voir, c'est tous même le nos potes, contraire, mec. C'est même le Rochely, contraire. si tu nous écoutes, tu vas voir, attention, là, grâce à l'État, les ventes, je serais toi, j'en imprimerais 10 000 de plus parce que là, ça va fuser, là. Là, là, ils vont relancer le marché, tu vas voir. Non, mais il faut les prévenir, les copains qui écrivent des C'est livres. même le contraire, Attention, mec, parce ça. que les gens qui achètent des livres d'occasion, c'est les gens qui ont moins d'argent en général, et donc ça limite l'accès à la culture pour les gens qui ont moins d'argent. Oui, non, mais puis Non, non, mais on de toute façon, nous c'est que pète des les délires couilles, à la con, on le c'est sait. n'importe Moi, je quoi. trouve que les impôts, c'est de la concurrence déloyale. Oui, bah là, tu m'étonnes. Ça doit être de la concurrence déloyale au pouvoir d'achat, déjà. Aïe, 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 Mais tu aïe, vois, tout aïe. ce que je disais, mine de rien, avec ma boîte, tout ce que je fais là cette année, on lance 2 nouvelles activités. On lance la chasse à l'arbalète là et on va lancer des cours de roping, tu sais, des cours de lasso. Donc OK, ça, c'est putain. pareil, c'est une guide, Oh! enfin, c'est une prof de roping qui va travailler pour nous. Donc ça, voilà. Incroyable. On va acheter un buggy là pour que quand on fasse la chasse l'été, au lieu de faire les déplacements en camion, on ait un buggy électrique, tu sais, donc qui fait pas de bruit et que les clients ils soient vraiment assis en extérieur et tout, tu vois, pour sur le ranch. Donc ça, c'est C'est cool. bon ça. Enfin, il y a la location du ranch maintenant qu'on En a et plus, tout. Tout ça. avec un buggy, tu vas vraiment pouvoir les emmener où tu veux sur le terrain. Tu auras plus Bon, après, d'emmerde. en vrai, mon camion il passe partout, tu vois. Ah Mais OK, bon, déjà. là, tu vois, Très bien. ça et donc tout ça, en fait, tout ça, ça aurait été impossible si j'avais payé le montant de taxes que j'aurais payé en France parce que en fait, dans les frais, ça aurait été beaucoup trop juste, quoi. Aïe, C'est dingue aïe, quand aïe. même. Tu te dis, tu vois, il y a 2 personnes en plus qui vont travailler pour nous, de nouvelles activités, on va acheter un buggy, tu vois, donc on fait marcher l'économie, quoi, à fond et tout ça, ça aurait été impossible. Est-ce que vous préférez que ça aille, dans la création d'emplois et dans l'amélioration de services et dans la croissance économique? Ou est-ce que vous préférez, que ça aille, directement, dans les poches des politiciens ou dans les Ne cités, et ne pour les répondez grandes pas, industries? c'est une question rhétorique. J'ai déjà les commentaires You je vois déjà les commentaires YouTube des gens qui enverront leur rediff. Ne répondez pas, ça, on ne vous demandait C'est pas pas une vraiment votre question, avis. c'est pas une question. C'est une question rhétorique. Exactement. Et aujourd'hui, on va se faire une émission spéciale, mec, parce qu'avec un invité Wouhou! spécial qui est Nico Alfonsi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, d'émission spéciale hors revue d'actualité, et lui, Nico Alfonsi, Ce c'est n'est le pas le député corse, parce qu'il y a un mec qui a exactement, le qu'il même avait nom que cherché lui. sur Google, et il y a aussi un député corse socialiste qui s'appelle comme ça. Je crois que Alors, c'est un socialiste? Non, je crois pas, je crois que c'est un mec des Républicains, je sais plus. Enfin je sais bref, bon, ils pas, sont tous à socialistes. vérifier, mais de toute façon, c'est un mec pas très connu, mais je vous rassure, Nico Alfonsi, notre Nico Alfonsi, c'est pas un socialiste, loin de là. C'est bien un Heu politicien. Lui, c'est le founding CTO de Jelly Smack. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grande entreprise de divertissement audiovisuel sur Internet du monde. Il travaille avec des gars comme MrBeast, par exemple, qui est le plus gros YouTuber du monde. Et aujourd'hui, Nico, il va nous démontrer, avec des chiffres concrets, qu'Emmanuel Macron est le président le plus socialiste depuis François Mitterrand. On l'avait déjà très rapidement abordé sur Radio Dixie. On en avait aussi parlé pendant Les méchants capitalistes sur mon Patreon. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans le détail pour que plus personne ne puisse dire que Macron est ultra-libéral, comme on l'entend à longueur de journée chez tous les QI négatifs français. Mais avant de se lancer, quoi de nouveau de ton côté, mec? Du côté Patreon Mais là, pendant 15 jours, j'avais quasiment pas fait de live parce que j'avais des clients, j'enchaînais les clients et c'est compliqué. Sinon, je me rappelle plus le dernier Radio Dixie quand c'était. Mais en gros, j'ai posté un vlog dernièrement. J'ai posté un live hier et avant ça, j'ai posté un vlog où j'accompagne un pote à moi à une compétition Ah oui. internationale de soulevé de terre. Donc, voilà. C'est bon ça. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est à peu près ça. Donc, Magnifique. donc voilà, c'est globalement c'est ce qui s'est passé. Puis après, il y a eu d'autres diffs de live. Mais là, je reprends les lives. Là, j'en ai fait un là, hier, donc qui est posté. Vendredi, je suis en live avec Jean Carillo, donc ce sera posté vendredi aussi soir. Ce sera posté vendredi soir sur le Patreon. Voilà, donc globalement, j'enchaîne. Et puis lundi prochain, normalement, je suis en live avec Aquere, un live spécial sur les couteaux. Donc voilà, et puis il y a plein de trucs qui arrivent, quoi. Et il y a Parfait. un autre vlog qui va être tourné très bientôt.
Génial, les affaires roulent, magnifique. Ça Moi, va, sur mon Patreon, ça va, moi, ça va. Inch'Allah, Inch'Allah, ça se passe bien. À chaque fois, moi, les mecs, oh Baptiste, il dit Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut juste dire si Dieu veut en arabe. En vérité, je pense que les chrétiens d'Orient le disent, hein, en vrai. C'est pas spécialement. potentiellement, Je pense pas que ce soit spécialement que pour les musulmans, en fait. à J'imagine. Ça se vérifier. trouve, ça se trouve, je dis une énorme connerie, c'est pas la peine de m'insulter, je n'ai pas vérifié ce que je dis. Peut-être que les chrétiens d'Orient, justement, pour se différencier des musulmans, ils préfèrent ne pas l'utiliser. Mais bon, Je faudra sais pas. vérifier tout ça. Moi, sur Patreon, je vous ai mis 2 très lourds podcasts à la découverte des abonnés. L'un avec Jean-Baptiste, qui a infiltré pendant 2 ans la franc-maçonnerie et qui nous raconte tout. Pédo, politique, rites, réseau, etc. Et l'autre Profitez tant avec qu'il est vivant, parce que ça. Et un deuxième avec Louis qui a créé son entreprise en Allemagne où il vit. Et malgré tous les avantages économiques, il déconseille le pays pour s'y expatrier. J'imagine que beaucoup d'entre vous s'imaginent déjà les raisons. Sans oublier les épisodes hebdomadaires des méchants capitalistes où on vous parle d'actu, de culture, de sujets de société avec mes potos libertariens comme Pierre, l'acolyte de Baptiste sur Call of. Et puis avec Nico qui est notre invité d'aujourd'hui et que je vais On fait rajouter pas tout le temps du Call of. pas tout le temps. Ils On font le déjà fait, du on travail le aussi. fait un petit peu quand on a fini de travailler. En tout cas, c'est la version officielle. Faut s'amuser un peu. Et je vais rajouter tout de suite Nico à l'appel, si ça te convient. Pierre, il dit oui, vas-y. Il dit à quoi je suis réduit. C'est vrai que Pierre, c'est mon assistant quasiment. Pas que sur Call of, je veux dire, dans le travail aussi. Il m'aide sur quasiment tous les lives, chasse au Texas, etc. C'est mon assistant. Ouais, donc c'est un employé supplémentaire, ça, indirectement, même si Oui, c'est pas oui. un plein temps. C'en est un. C'est un prestataire, disons. Mais oui, Ouais, oui, c'est bien ça. sûr. Bien sûr. Et, Ouais. et c'est très très bon. Encore une fois, moins vous payez d'impôts, plus vous pouvez faire croître l'économie, offrir des emplois et Faire améliorer croquer la les vie des gens copains. autour de vous. Exactement aussi. Salut Nico, comment est-ce que ça va? Salut, ça va, Salut ça Nico. va bien, merci. Salam Bah, alaikum. J'ai vu un mec qui disait que ça l'énervait que je parle en arabe, donc je vais te dire rien que pour lui. Alors comment il s'appelle? Attends, Salam je alaikum. cherche son pseudo. Il a dit arrête de parler en viewer. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Ouais, je l'ai perdu. Mais rien que pour lui, il se reconnaîtra. Je vais dire le maximum de mots arabes pendant le live. Mais j'en connais très peu. Alaikum salam. Ouais, exactement. Shukran. Je te confirme que les chrétiens d'Orient disent bien aussi Mashallah et Inch'Allah. Inshallah. Oui. Parce que Allah, Voilà, c'est bon, juste Dieu, c'est c'est pas juste le... Dieu. C'est ça. On Voilà, est ouais. d'accord. Tu vois, je suis pas Ah bah, complètement parfait. con non plus. Et je cas, confirme que mon homonyme était PRG, ouais, radical de C'est gauche. ça. Ouais, Ah, absolument. ok. Radical Ok. de gauche, donc c'est encore pire, encore Ouais. un gros Ouais. socialiste. Mec, comment je te présentais? Est-ce que ça suffit ou est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais rajouter? Non, écoute, c'est très bien. Entrepreneur, business angel, qu'est-ce que je te dise, mentor, advisor. Vous êtes Corse, Vraiment entrepreneuriat, quoi. Entrepreneuriat dans la tête. Corse, c'est important quand même. Corse, Ah, t'es bien corse, sûr. t'es corse aussi, donc comme ton Absolument. homologue. Mais Ah ton homonyme, vous êtes un network, c'est ça ou non? Ta société. Jelly Smack, est-ce que tu veux expliquer ce que c'est? Jelly Smack, c'est aussi. Disons que. Alors, comment l'expliquer? Pour l'introduire en quelques phrases et rapidement, on a commencé juste avec des chaînes qui étaient à nous. Donc, typiquement, pour ceux qui aiment le foot, par exemple, Oh My Goal, c'est Jelly Smack. Gameology sur le gaming, Beauty Studio sur la beauté, tout ça. Et on a décliné de plus en plus de chaînes. On crée notre propre contenu. On le tourne, on le monte et on le diffuse. Et on s'est mis à travailler en plus. Donc, on a nos propres chaînes. On va en avoir quelque chose comme 200. Et en plus de ça, du coup, on s'est mis à travailler avec des youtubeurs, parce que le youtubeur, naturellement, quand il commence à marcher sur YouTube, il va essayer de mettre ses vidéos un peu sur les autres plateformes. Mais sur les autres plateformes, on consomme pas la vidéo de la même manière, et donc ils savent pas trop faire. Donc nous, on leur propose de remonter le contenu à leur place sur les autres plateformes, et on prend une commission au passage, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça arrange tout le monde parce qu'ils gagnent quand même beaucoup plus d'argent comme ça sans rien faire de plus. Et c'est comme ça qu'on vous êtes une sorte de régie. Ça fait partie enfin, régie, oui et non. Hein. Je veux dire, le youtubeur, il est en roue libre, il fait ce qu'il veut. Il continue de faire ce qu'il veut. Ouais. Non, mais ouais. Vous l'aidez, quoi, au niveau des En gros, par exemple, il y a comment il s'appelle? financement, MrBeast, votre plus gros client, j'imagine, ou un de vos plus gros clients, qui est un des plus gros youtubeurs du monde, le plus gros youtubeur du monde. Lui, il balance ses longs formats, qu'il sait faire parfaitement, et vous allez les modifier pour Facebook, faire des shorts C'est ça. pour YouTube, faire des réels sur ok, Instagram, c'est ça, etc. d'accord.
Ok. Il y a Exactement, Stéphane exactement. SB qui nous dit sa collection de Ouais. casquettes, en parlant de toi, Baptiste, sa collection de casquettes, c'est pour cacher la marque de prière au front. Je sais pas si c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Ma Et puis collection tes de pères de casquettes famille aussi, qui grandit tellement, frérot, que là, je suis obligé d'acheter un nouveau présentoir. Ça commence à devenir vraiment. Ça commence à devenir compliqué là, à stocker. Ouais. Ça, c'est un des trucs qui ont le plus marqué la famille ou les amis qui n'étaient pas habitués à l'Amérique du Nord quand ils sont venus me voir. C'est que tous les mecs ont des casquettes, ou 80% des gars ont une casquette sur la tête. C'est vrai qu'ici, beaucoup de gens ont des casquettes ou ont des chapeaux de cow-boy, mais beaucoup de gens sortent avec la tête couverte. Ouais. Truck, casquette. Et pour Ouais. rentrer dans le cœur du sujet, aujourd'hui, toi, Nico, tu as toutes les données en main pour nous prouver par A plus B que Macron est un gros socialiste, et même pour dire qu'il est probablement le président le plus socialiste depuis cette raclure de François Mitterrand. C'est bien ça, je me trompe pas. Je pense qu'en creusant, on doit pouvoir encore en trouver encore plus, mais disons qu'on en a déjà pas mal qui permettent d'affirmer que moi j'en ai marre d'entendre en fait que le mec est un ultra libéral ou même juste un libéral. Incroyable. Juste un rien que dire c'est un libéral, je suis d'accord avec toi, C'est Nicolas. blasphématoire. Rien que d'entendre déjà que c'est un libéral, c'est déjà abusé. Mais alors un ultra libéral, économiquement, on parle bien sûr économiquement, parce que je le Absolument. redis à chaque fois, le problème de ce terme de libéral, et c'est pour ça que je n'aime pas l'utiliser et que je l'utilise quasiment plus, c'est qu'en fait il est tellement dévoyé, et il y a tellement de mélange entre libéral économique, libéral, tu vois, Du social, culturel, ouais. social. Absolument. Et puis ensuite, le mot anglais, tu vois, liberals, qui désigne les démocrates et tout, qu'en fait, on ne sait plus de quoi on parle. Et des fois, j'entends des gens de droite et tout critiquer le libéralisme. Mais en fait, ils critiquent le libéralisme moral, on va dire, tu sais. Et les gens font l'amalgame, ils comprennent pas, tu vois. Donc c'est vrai que j'aime plus trop l'utiliser ça. Il faudrait qu'on trouve un terme qui soit plus adapté, je pense. Disons qu'en France, ça manque cruellement en fait d'une culture. Bon, déjà en France, tout le monde est socialiste et puis tous les partis sont socialistes, mais on manque cruellement d'une culture économique et je sais pas, c'est devenu un peu un mot valise pour désigner un truc qui va pas. Tu vois, ça va pas. Ouais, Oh, c'est c'est la vrai. faute du socialisme. C'est la faute du libéralisme, sans même Ouais, savoir alors, ce que c'est c'est ça. en fait. Là, tu t'as confondu, parce que ça, c'est le guise qui fait ça. Je pense que c'est forcément Les la faute du impôts, socialisme. c'est les impôts, bordel de merde. C'est les, c'est les impôts du socialisme. Mais Tu- non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que t'as un mot en C'est tête, vrai qu'on Baptiste? entend. Comment? T'as un mot en tête ou pas du tout? Pour Un mot remplacer libéral. pour remplacer libéral? Non, bah non, j'ai pas de mot. Non, non. Mais Est-ce que libertarien, ça pourrait le faire ou c'est trop intense? bah, le problème, c'est que, encore une fois, si on parle que de économique, tu vois. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un mot pour désigner le libéralisme économique. Faudrait deux Parce que mots c'est ça dont alors. on parle. Parce que là, Libéralisme économique. quand Nicolas, tu nous dis que Macron, les gens disent que c'est un libéral ou un ultra-libéral, il parle de sa politique économique. Il parle évidemment Absolument. pas Il parle du reste, de il la parle de sa politique politique économique, de sa gestion des grandes entreprises, etc. Tout ça, des relations avec les grandes entreprises. Et c'est vrai que là, bah, c'est complètement stupide. Autant on peut dire peut-être que moralement, ou j'en sais rien, enfin, il y a encore à débattre de selon comment tu définis le libéralisme, tu vois, moral, on va dire, ou sociétal, etc. Mais économiquement, c'est une énorme connerie. Et je veux dire, ça, on pourrait pas Totalement. être plus éloigné de la vérité, quoi. Mais, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a un manque de culture économique. Les gens ne savent plus ce que ça veut dire et ne savent plus le reconnaître, en fait. C'est un peu le souci aussi, c'est que comme Mais ils totalement. baignent tellement dans le socialisme qu'ils ne savent plus reconnaître le socialisme. Et c'est Grimaud, tu sais, Alexis Grimaud, qu'on a déjà eu comme intervenant là, qui a travaillé, qui travaille en finance, dans la finance, qui m'avait C'est celui qui a écrit le livre sur les programmes d'école, l'évolution des programmes d'école. Et lui, il travaille dans la finance et il m'avait donné une réflexion que j'utilise souvent maintenant. C'est de dire qu'en fait, le problème, c'est que le barème en France est tellement dévoyé. C'est-à-dire qu'en fait, le neutre, ça devrait être 0, en fait. Et donc après, L'axe en tu vois, France, il est déjà à gauche en fait, le en zéro. fait, l'axe, c'est ça exactement. Le 0, au niveau du socialisme, en fait, le 0 est à 100. Donc en fait, quand quelqu'un veut faire 102, c'est un communiste, et quand quelqu'un veut faire 98, c'est un libéral. Et en fait, on oublie que la référence, c'est 0. C'est ça. C'est-à-dire C'est qu'aujourd'hui, Après, moi, je vais te challenger l'État. un peu sur le terme libéralisme, mec. C'est que pour moi, très sincèrement, après autant de conversations, je pense aussi que tu es libéral de manière intégrale. C'est-à-dire que toi, tu penses, t'en as rien à foutre que quelqu'un fasse de la merde. Ce qui te fait chier, c'est qu'il récupère de l'argent des impôts. Ce qui te fait chier, c'est qu'on prenne ton fric pour aller Tu parles de subventionner moi? des associations avec des idéologies. Par exemple, un mec qui est dans son coin et que je sais pas, et qui va se foutre un truc dans le cul, t'en as rien à foutre dans un certain Mais sens. tu parles de moi, là, c'est ça? Oui, c'est ça.
Oui, oui, mais moi, c'est pas ça du tout. C'est pas pour me définir moi-même. Ce que je voudrais, c'est un terme pour définir le libéralisme économique. Pour que quand on parle d'un tiers, Très sincèrement, je pense que le libéralisme, on devrait d'abord le définir par l'économie. En fait. C'est-à-dire que moi, dès que j'entends libéral, pour moi, c'est l'aspect économique d'abord qui vient. moi aussi, L'aspect social, ça vient qu'après. Et encore pour l'aspect social, tu peux décliner ça en opposant, on va dire, progressisme et conservatisme, etc., etc. Tu vois. Mais libéral, pour moi, comme socialiste d'ailleurs, hein, c'est d'abord économique avant d'être. Et tu vois, regarde, il y a un truc. Pour moi, c'est plus global parce que c'est le principe de C'est non-agression. global. Mais Pour quand moi, tu c'est en vraiment parles, plus global, c'est le principe de non-agression. C'est-à-dire que tant que tu n'agresses personne, tant que tu ne portes atteinte à la propriété privée de personne, tu fais ce que tu veux, mais ça vient aussi avec la responsabilité. C'est-à-dire que si tu as une vie de merde, complètement de débauche et que tu fais n'importe quoi, viens pas demander à ce que les autres viennent te sauver le cul avec leur Oui, argent. mais là, tu vas global. trop profondément dans la définition. Tu peux Ouais. plus définir une politique économique par un truc aussi large. Tu vois ce que je veux dire. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Le Guise, dans ta vision du libéralisme que je partage. Mais le problème, c'est que du coup, ça laisse ça laisse un espace pour tu vois ce que je veux dire, pour un terme, pour définir juste une économie entre t'as guillemets. raison. Mais je voulais juste revenir sur un truc, c'est que tu vois, dans le chat, il y a un truc qui est bien, qui image bien ce qu'on vient de dire avec Nicolas sur le fait de la barre. C'est que tu as un commentaire qui dit le Z est libéral. Et en fait, bah voilà, là c'est bien la preuve. C'est-à-dire que le Z, lui, il veut faire 98, tu vois, au lieu de 100. Et que du coup, bah voilà, pour les gens, c'est un libéral. En fait, le Z, Mais il n'est pas libéral, il reste. pour un sou. Ouais, Non, pas sa du tout, politique ouais. reste extrêmement socialiste. Il est juste moins socialiste que les autres. Il est un peu plus libéral, si vous voulez, mais disons qu'il est moins socialiste. Il a que... fait un pas Sur de la plus forme, de l'autre côté, en fait. Mais il est toujours à gauche de l'axe. Mais c'est ça, il est toujours à 80. En fait, Sur la forme, il essaye de se montrer très libéral, mais dans le fond, Oui. quand tu regardes son programme, il est juste un peu moins socialiste que les autres, comme tu viens très bien de le dire. Ça, c'est quoi le premier point, Nico, par rapport auquel tu peux te permettre de dire que Macron est très socialiste, voire le président le plus socialiste depuis Mitterrand? Carrément, et personnellement, c'est pareil. Hein, moi, quand j'oppose socialisme à libéralisme, c'est bien évidemment de l'aspect économique qu'on parle, quoi. Et c'est pareil, attention, quand je parle de socialisme ou de libéralisme, je regarde les politiques mises en place, pas le résultat. Parce que c'est trop facile de dire ah mais ça a pas marché, donc c'était pas du socialisme. Parce que ça c'est l'argument que tout le monde ça n'a pas marché parce que le socialisme normalement c'est plus de justice sociale et là c'est pas le cas. Là, mec, en fait ta politique a été socialiste, tu t'es juste viandé, le socialisme marche pas, mais ne dis pas que c'était pas du socialisme. Donc en gros, et là on parlait de capitalisme. Capitalisme, après il y a 25 000 définitions du capitalisme, mais on va dire que c'est la propriété privée des moyens de production. Et en parlant de ça, justement, on accuse Macron toujours de vendre et de privatiser, mais en vrai, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que Macron, c'est le premier président, du coup, depuis Mitterrand, depuis le premier mandat de Mitterrand, depuis 1982, j'étais même pas né en fait, hein, qui a nationalisé des industries. Il n'y a aucun président avant lui, de mon vivant du coup. Macron est le seul président à avoir renationalisé des industries, ou nationalisé tout court. Donc c'était quand le dernier? C'était quand la dernière nationalisation? En 1982. La dernière nationalisation, voilà, c'était Mitterrand, premier mandat. Premier mandat. Ouais, deuxième mandat, il y a même eu des privatisations en fait. Parce qu'il y avait eu la cohabitation Chirac. Il y a eu la cohabitation. Voilà, c'est ça. Depuis 82, on n'avait pas eu de nationalisation. Macron est le premier président à nous le faire. Donc avec deux boîtes au total, enfin en nationalisation totale, STX et EDF. EDF qui a été renationalisé l'an dernier. Et deux partiels, Areva à 90% et Air France à 30%. Mais c'est le premier actionnaire d'Air France. Donc déjà, d'emblée, premier président depuis Mitterrand à nationaliser, Macron. Aucun président. Donc, alors, à quel là, tu viens de nous citer donc Air France et puis Areva. Tu dis qu'en gros, c'est à majorité, l'État est l'actionnaire majoritaire, en gros, est devenu l'actionnaire majoritaire, c'est ça? Ouais. Bon, Areva, ça fait pas un pli, c'est 90%. Mais Air France, c'est 30%. On pourrait se dire, bon, c'est que 30% et tout. Mais 30%, ça fait de l'État le premier actionnaire.
Ça reste Il y a l'actionnaire majoritaire. Voilà, il y a aucun actionnaire qui a plus de Parce 30%. que pour que les gens comprennent, voilà, pour que les gens comprennent en fait comment ça fonctionne, quand vous avez plusieurs actionnaires qui se partagent les parts d'une société, le majoritaire, celui qu'on appelle l'actionnaire majoritaire, c'est juste celui qui a le plus de parts. Donc en fait, si vous êtes 120, parce que des fois il y a énormément d'actionnaires avec des tout petits, etc., mais qu'il y en a un qui a 30%, c'est-à-dire que lui il a un tiers quasiment du truc, et les 119 autres, ils se partagent les 70% qui restent. Donc bah voilà, ça fait que vous êtes l'actionnaire majoritaire, et en gros, vous êtes le premier décideur. Même si vous pouvez rien faire, vous pesez tellement dans la balance que vous êtes le premier décideur. C'est ça. Et puis, tu as une majorité de blocage. Et puis, enfin, bon, après, ça dépend drastiquement aussi comment est foutue la boîte. Mais à 30%, tu pèses dans une boîte comme Air France. Quoi. Il y a un commentaire qui dit en même temps, Areva, c'est d'intérêt national. Ben oui, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire couler en le faisant gérer par l'État. On en a besoin d'être au privé. C'est que ça divise beaucoup, cette histoire d'énergie. Je connais des libéraux et même des libertariens qui, pour eux, en fait, ce genre de choses, comme le nucléaire et compagnie, devraient être détenues par l'État. Personnellement, je suis totalement pas d'accord. Bon, c'est pas des libertariens alors. D'ailleurs, on a vu le flop avec EDF. EDF, avec les accords de la Reine et compagnie et tout, ils ont forcé EDF à vendre à perte, c'est-à-dire que EDF était obligé de vendre de l'électricité à ses concurrents qui n'étaient même pas producteurs en fait, et dont l'État aussi était actionnaire au passage, à perte. EDF s'est mis dedans de 60 milliards. Et l'État, du coup, pour sauver le coup, ils ont été obligés d'aller racheter. Donc, au final, ce contribuable qui paye deux fois, en fait. Il paye sa facture et puis en plus, il paye par ses impôts le rachat d'EDF. Exactement. Moi, le souci que j'ai avec ce genre de choses, c'est que le problème, c'est que quand tu as été dans le public, passer au privé, ça oblige les gens à se faire baiser, entre guillemets. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en vrai, les gens, ils ont payé les installations avec l'argent public, tu vois ce que je veux dire. Ils ont payé les barrages, ils ont tout payé. Et après, une fois que tu dis, bon, bah, on a fait de la merde, on privatise, bah, tout ce que les gens, ils ont payé, ça part à du privé, tu vois. Après, tu récupères une infrastructure qui est vétuste et qui doit être renouvelée de toute façon et maintenue. Et c'est du coup sans arrêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce soit privé dès le début, quoi. Tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas juste que les gens aient payé des installations pour que ça aille à du privé derrière. Ça, totalement d'accord. T'as le Rafale que j'aime bien citer comme exemple. Le Rafale, il a coûté une blinde aux contribuables français. Ça a été plus de 20 milliards d'euros de subventions françaises pour construire le Rafale. Et alors après que ça, Aviation, c'est une société privée. Encore des Rafales qui ont été vendus, ils ont été vendus à l'armée française. Donc c'est avec les sous encore. Ils ont payé les Français, ils ont payé pour le construire et ils ont payé pour l'acheter. Mais surtout que Dassault Aviation, c'est une entreprise privée, pour que les gens comprennent, c'est un constructeur privé qui il fait pas que des Rafales, hein. Ils ont le meilleur jet, ils ont parmi, alors aujourd'hui je tiens un peu au courant, mais ils avaient pendant un moment avec le F7X, le F8X, parmi les meilleurs jets privés de la planète qui eux sont faits sans subvention. Dassault, attention, ils sont capables de construire du lourd, tu vois. Alors après, je pense que c'est sûr que quand on leur propose de l'argent, ils vont pas. Oui, quand on leur propose de l'argent, ils vont pas dire non, c'est sûr. Hein. Non. Si tu peux avoir 20 milliards par-ci, tu vois, je veux dire, quelques millions par-là, tu craches pas dans la soupe. Mais bon, c'est les Français qui se sont fait entuber. Il détient le Figaro, il me semble aussi. Donc en plus, c'est un gros point dans la presse. Les arrangements Dassault, il a un groupe énorme, ouais, absolument. absolument. Et niveau de nationalisation, il y a eu aucune nationalisation entre Mitterrand et Macron, zéro. Alors je peux pas te garantir qu'il n'y ait pas eu des prises de participation dans certaines sociétés, il y a dû en avoir, mais pas des majoritaires en fait. Ok. D'accord, ok. Tu vois, notamment d'ailleurs, de toute façon, quand tu as la BPI ou la Caisse des dépôts qui investit au capital de boîtes, soit pour les renflouer un peu, soit pour les faire ils prennent des parts, donc, mais il n'y a jamais eu de nationalisation en fait. Il n'y a pas eu la BPI traite de la petite boîte de Monsieur Tout le Monde jusqu'à la grosse. Tu vois, ils ont des départements pour tout type de boîtes, etc. Et d'ailleurs, il y en a qui financent sans prendre de part aussi. Ils font des prêts. Oui, après, BPI finance de 25 000 façons différentes. Quoi, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils font de la dette, ils font de la subvention, ils font de la prise d'action. Comment ? Tout à l'heure, tu parlais de définition du socialisme, Baptiste. C'est l'intervention de l'État dans l'économie. C'est quand l'État ne crée aucune richesse, parce qu'il est dans l'incapacité de le faire, prend de la richesse créée par certains pour l'utiliser ou la donner aux autres. Et une nationalisation, c'est exactement ça. C'est venir intervenir dans l'économie et avec l'argent du contribuable, venir acheter des
des entreprises. Donc sur ce point-là, c'est indéniable que Macron est plus socialiste que tous les autres présidents depuis Mitterrand. Édouard Leff qui dit, cela dit, excuse-moi, parce que j'essaie de faire Vas-y. participer le chat, Nicolas, qui Bien sûr. dit, cela dit, l'industrie de défense est un cas à part, le privatiser n'est pas une option. Mais c'est privé. C'est ça que vous comprenez pas. C'est privé. L'État français ne fabrique pas d'armes, l'État français ne fabrique pas de munitions, l'État français ne fabrique pas de véhicules. Voilà, on n'est pas à l'Union soviétique, on n'a pas d'usine, on ne fabrique pas. Donc de toute façon, c'est privé. Ouais. La question, c'est de savoir, c'est privé, est-ce qu'on achète à des entreprises françaises ou étrangères? Alors pour la grande majorité, c'est à des entreprises étrangères. Et quand on achète à des entreprises, est-ce qu'on les aide pour quelque chose qu'on va acheter? C'est ça la question. Ce qui se passe, c'est qu'on finance des trucs qu'ensuite on achète au prix fort. Ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui, vous avez des armes qui sont faites en Allemagne et qui sont achetées à HK. D'accord? Donc c'est entreprise autrichienne ou allemande, j'ai oublié. Des munitions qui sont achetées en majorité au Brésil, à des fabricants brésiliens. Au niveau des missiles, des obus, etc., on a un fabricant français, mais c'est pareil, qui est dans une capacité limitée, mais c'est du privé. Tout est privé, en fait. Tout est privé. Jusqu'aux véhicules, etc. Aujourd'hui, on remplace les P4 par des Ford, je crois que c'est des Ford Ranger, etc. Donc c'est Ford qui va faire ça. Les VBL, j'ai oublié qui construisait, mais enfin voilà. Donc c'est pas... Faut pas croire qu'on a une entreprise, qu'on a un truc d'État d'armement. Une industrie, ouais, c'est clair. Ouais. Tout est privé. Et l'État n'a pas de part ni dans Dassault Aviation, ni dans Dassault Systèmes, comme nous le dit Malkel 73. Ni dans Dassault Falcon Service, qui est la compagnie aérienne. Non, tu te trompes, Edouard. Il dit oui, c'est privé, mais l'État est principal actionnaire. Ben non, l'État n'est pas actionnaire de HK, l'État n'est pas actionnaire du fabricant de munitions brésilien, l'État n'est pas actionnaire de Dassault, ou peut-être, mais pas majoritaire. Enfin voilà, donc non, tu te trompes. Très bien. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur les nationalisations, Nico, ou tu veux passer au point suivant? Non, on peut faire la réciproque. En fait, la privatisation, c'est pareil. On reproche à Macron de vendre et de privatiser, de vendre et de privatiser les intérêts nationaux et compagnie et tout. Mais est-ce que vous savez combien Macron a privatisé d'industrie qui était publique? Quand tu dis industrie, tu veux dire entreprise? Entreprise, oui, entreprise ou industrie. Combien de privatisations sous Macron? Bonne question. Est-ce que tu dirais quoi là? Moi, je ne savais même pas qu'il avait privatisé quoi que ce soit. Donc, je t'avoue que je ne sais pas. On dirait, allez, moi je dis 0. En vrai, il y a un petit trick en fait. Si tu veux. Moi, j'ai envie de dire 0. En vrai, il y a eu juste la Française des Jeux et Engie. Mais dans les deux, l'État est resté l'actionnaire principal numéro 1 avec la majorité du capital et la majorité des voix. Donc en fait, ils ont vendu des parts de Engie et de la FDJ. Ils ont ouvert le capital, exactement. Ils ont ouvert le capital, mais ils sont restés actionnaires principaux et premiers décideurs des deux. Donc c'est pas vraiment des privatisations en fait. Ah ouais. L'État pour Engie, ils ont 25% du capital, mais 40% des droits de vote. Mais par contre, c'est toujours l'actionnaire numéro 1, quoi. En droit de vote comme en part de capital. Et pour la FDJ, ils ont 20,5%. Mais ça reste le premier aussi. Ok, donc en fait, Macron ultralibéral qui offre tout au privé, mon cul, quoi. Il y avait quelqu'un qui demandait au début Lafarge, Duralex, etc. Et donc j'ai expliqué que tout ça, c'est des entreprises privées. Et donc, ils nous reparlaient d'Alstom. Et donc, du coup, selon votre logique, le fait que Macron ne soit pas intervenu pour empêcher la vente des turbines Alstom, c'est une bonne chose. Mais pourquoi il interviendrait en fait dans la vente d'une boîte privée en fait? C'est-à-dire que moi demain je vends ma boîte. Pourquoi on attendrait de Macron que je la vende ou que je la vende pas, ou que tu vois, je veux dire éventuellement, si j'ai une boîte qui pèse 500 milliards, que je veux la vendre à un gros conglomérat chinois, je vais peut-être appeler 2 ou 3 politiques, un ministre, et dire venez avec moi, on va serrer les mains et vous m'aider à négocier la vente, si tu veux, éventuellement. Mais sinon, pourquoi Macron ou n'importe quel ministre devrait décider de si je peux vendre ma boîte ou pas? C'est ma boîte, elle est totalement privée. Mais les gens, en fait, vous voyez, c'est intéressant parce que je vois bien les commentaires, quelqu'un qui dit car ça touche au nucléaire militaire, je vois bien les commentaires, en fait, vous êtes bien français. Ça, il faut vraiment être français. Non, mais il faut vraiment être... Je comprends, je suis même pas en train de me moquer, mais vous êtes bien français. C'est-à-dire qu'on a tellement été éduqués là-dedans que ça vous paraît normal de faire un truc complètement abusé pour c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait sa boîte tout seul de son côté, c'est sa propriété à lui, ça vous paraît normal de dire ta gueule, c'est pas toi qui décides de tes affaires, c'est nous parce que ça touche à notre truc. C'est très socialiste, tout simplement ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire l'État te dit quoi, tu veux vendre ton bien? Non. Ta gueule. Donc maintenant, je vais te dire un truc, regarde.
tu vois, t'as ta maison, ok, et puis elle est sur un point stratégique pour l'État, je sais pas moi, Une autoroute. pour une autoroute où ils en ont besoin pour mettre un truc, je sais pas moi, un truc militaire, etc. Ton terrain, et toi, tu as fini, machin, tu veux vendre ta maison, tu trouverais ça normal, donc, selon tes critères, que l'État dise non, t'as pas le droit, c'est tout. Tu vis là, et tu la vends pas, et puis c'est tout, et tu fermes ta gueule parce que nous, c'est un point stratégique, on veut le garder. Donc, pour toi, ça serait normal de faire ça. C'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou. Je dis pas que c'était une bonne chose. On n'est pas que dit pas que c'est une bonne chose que Alstom vende des turbines pour la France. C'est pas ça. On dit juste que l'État ne doit pas avoir la possibilité d'intervenir dans des trucs privés comme ça. Ça marche pas comme ça. Il y a Matt MTRN qui nous dit Et que ça vient de la surtout, s'ils mentalité, veulent. ça vient de la mentalité anti-armes, anti-tout, ce qui peut être sensible, très français. Non, ouais, et puis si on perd des fleurons de l'industrie française, c'est parce que le climat économique en France est insupportable. Et en fait, si vous voulez que ces entreprises restent en France, il faut faire un climat acceptable. En gros, quand vous gérez moi, je gère des étangs, par exemple, des étangs de pêche. Quand vous gérez des étangs de pêche, si vous voulez qu'il y ait de la vie sauvage, etc., vous mettez pas juste des clôtures en disant, bah, de toute façon, je mets des clôtures électrifiées, comme ça, les grenouilles, elles peuvent pas sortir. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut leur faire un climat pour que les grenouilles, elles aient envie et la possibilité de se développer, de rester et même de venir d'autres étangs. Et donc, en fait, bah, il faut entretenir la végétation, il faut gérer l'eau, il faut gérer l'apport en nourriture, etc. Et on règle pas les choses en disant, bah, de toute façon, si je mets tout sous cloche, bah, c'est réglé, les grenouilles, elles sont obligées de rester. Et puis voilà. Et ça, c'est la version française, quoi. C'est genre, le climat est horrible pour les entreprises pour se rester, pour se développer. Tout le monde perd de l'argent, c'est une catastrophe. Et vous, ce que vous voudriez, c'est juste qu'on les force à rester. Mais il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à forcer les gens. Il faut rechanger il faut changer il faut changer le paradigme économique de la France pour que, en fait, les entreprises aient envie de rester par elles-mêmes et même intérêt à rester, tout simplement. Si ta copine, elle veut se barrer, soit tu fais des efforts sur toi-même, soit tu fais du sport, tu t'améliores pour la conserver, soit tu l'enfermes dans la cave. C'est ce que fait l'État français avec beaucoup d'entreprises françaises. Et puis, en fait, ce que fait l'État français, c'est qu'il détruit le climat économique, il rend la vie invivable aux entreprises, mais pour essayer de conserver certaines grosses entreprises, il les arrose de subventions. Ah, on va te filer plein de fric, on va te donner ci, on va te donner ça, comme ça tu restes en France, t'arrêtes pas tes activités, ou tu te barres pas, ou tu revends pas à l'étranger. En fait, aussi, il faut que vous pensiez en termes d'acheteurs, de vendeurs et de propriétaires personnels. Parce qu'en fait, souvent, je vois, par exemple, là, je viens de le revoir dans un commentaire. Attends, ça passe vite. Voilà, Essilor, équipement de vision nocturne dans l'armement français, cédé aux Américains. Non, racheté par un Américain. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas les États-Unis d'Amérique qui ont acheté Essilor, c'est un Américain qui a acheté la boîte parce que le patron de Essilor était vendeur. Voilà. Et qu'il n'y a pas de Français qui est capable de racheter ça. Parce que pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'entreprise de l'armement et de l'équipement militaire en France. Parce que l'armée française n'a pas de budget. Parce que le privé, on les empêche d'en acheter. Parce que c'est interdit d'avoir des lunettes de vision nocturne chez les privés. Et parce que développer une boîte ici, c'est l'enfer. Donc il a vendu à un Américain. Parce qu'aux États-Unis, sur Amazon, tu peux acheter des lunettes de vision nocturne. Et que le plus gros acheteur d'équipement militaire aux États-Unis, bah, c'est l'armée américaine. Voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il faut réfléchir. Au lieu de dire, oh, ça a été cédé aux Américains. Non, ça a été racheté à un Américain parce qu'aux États-Unis, c'est plus intéressant d'avoir cette boîte-là. Ils ont l'argent pour le faire. Ça a été racheté par un individu, pas par les Américains. Et puis, c'est ça, il y a tellement de réglementations sur tout ça qu'en France, c'est un enfer d'avoir ce genre d'entreprise. Au niveau des privatisations, je te demandais, Nico, est-ce que tu sais s'il y a eu plus de privatisations avec les présidents précédents ? Ouais, il y en a eu pas mal. Il y a eu pas mal de privatisations. D'ailleurs, est-ce que vous voulez continuer de jouer au juste prix ou est-ce que je vous donne le Non, chiffre donne-nous, direct, vas-y. en fait Oui, En vas-y. fait, donne-nous. ouais, donc depuis 86, hein, le gouvernement Chirac sous Mitterrand, depuis 86 jusqu'à Macron, il y a eu 69 privatisations. Ok. Et des vraies privatisations ou pas forcément des Des vraies privatisations, ouais, des vraies privatisations, dont 12 partielles. Donc 12 sur 69 en partiel et 69 en tout. Donc Donc, là, sur les 57, privatisations, c'est indéniable aussi que Macron est le président le plus Il y a socialiste. eu il y a eu la Poste, par exemple. Je sais pas quel président là. C'était non, sur quel la mandat. Poste,
Non, la Poste, tout le monde pense que c'est privatisé. C'était sous Sarko, en fait. La Poste, elle a juste changé de statut. C'est-à-dire que c'est devenu D'accord. une société anonyme. Mais par contre, c'est une société anonyme détenue à 100% par l'État. 100%. Ah, ok, d'accord. Ouais, Ok. 100%. Donc ça, La je Poste, croyais qu'il avait vendu une part du capital, mais même pas en fait. non, ouais. Ouais, dans l'inconscient, les gens pensent Oui, que ça a été privatisé, mais en c'est fait, vrai. pas Ouais. du tout. Ça a juste changé de statut. C'est devenu une société anonyme. Ok. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est Ça marche, vraiment que. ça marche toujours pas d'ailleurs. Du coup. Je te rassure, ici aux États-Unis, l'US Postal, c'est public et c'est de la merde aussi. Hein. Donc ça change pas. Dès que c'est public, ça marche plus. Ça, c'est tout pareil. Ça. Donc, la Poste, c'est Toujours comme toujours ça. autant de la merde, mais c'est parce que c'est toujours géré, ça appartient toujours par l'État, du moins, ça appartient toujours à l'État. Moi, j'adore ça, mec. Nationalisation, aucun doute, Macron, gros socialiste. Privatisation, pareil, beaucoup plus que tous les présidents précédents. Au niveau de la fonction publique, des fonctionnaires, qu'est-ce que tu peux nous dire? Les fonctionnaires, les fonctionnaires ont augmenté malgré tout ce que tout le monde peut dire ou penser. Ou le nombre de fonctionnaires a augmenté sous Macron. Après, il n'a pas augmenté beaucoup plus que sous les précédents présidents, mais il a connu une bonne augmentation. Et contrairement à ce que tout le monde pense aussi, parce qu'il y a 3 fonctions publiques en France. C'est divisé en 3 catégories. Il y a la fonction publique d'État, tout ce qui est ministre, Élu, etc. armée, même éducation. Hein, c'est de la fonction publique d'État. Il y a la D'accord. fonction publique territoriale, qui sont tous les élus, pas les élus, pardon, les agents locaux de la région, du département, de la mairie, etc. Et il y a la fonction publique hospitalière. Ah oui, d'accord. La fonction publique d'État, elle a connu une petite baisse pendant Macron, mais elle est remontée. En 2020, elle a connu une petite baisse, mais elle est remontée. La fonction publique hospitalière est la seule qui a jamais vraiment baissé sous Macron. Elle a fait que augmenter. Elle a fait qu'augmenter. Donc, quand on entend dire pareil, hein, le budget de La l'hôpital. fonction publique hospitalière? Ouais, la FPH, ouais, la fonction publique hospitalière. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te gêne Non, ça m'étonne. Moi, je pensais que justement que les effectifs baissaient dans les hôpitaux. Non. Ok. Bah, tu vois, c'est ce que tout le monde dit, ce que tout le monde pense, mais Ouais. ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et pareil pour le budget de l'hôpital, il ne fait qu'augmenter, il a jamais baissé. Ok. Est-ce qu'on Oui, pense que mais après, c'est alors le pour problème, c'est que vraiment dû il y a au eu des Covid? augmentations. C'est compliqué. Non, mais il y a eu des augmentations de budget, justement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'augmentations de budget qui sont demandées par l'hôpital public et peu qui sont accordées. Mais en fait, on en accorde. Mais le problème, c'est qu'il faut voir en comparaison de l'inflation, etc. En fait, c'est que tu es obligé Ça d'augmenter le augmente budget pas peut-être plus, puisque autant que ce les qu'ils salaires aimeraient. augmentent, entre guillemets, et le coût de tout, du matériel médical, machin, de tout augmente. Donc, tu es obligé, entre guillemets, vu que Ouais. les cotisations n'augmentent pas, tu es obligé d'augmenter tu vois, C'est comment ça. Oui, bah, le après, budget, hein. après c'est ça. Ils avaient demandé une plus grosse augmentation. Ils en ont eu une petite. Ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, mais ça a augmenté quand même. Pardon, je voulais pas dire les cotisations, je voulais dire les paiements. Vu que tu payes, c'est toujours la Sécu qui paye, entre guillemets, tu es obligé, que c'est les cotisations qui payent, bah, tu es bien obligé d'augmenter le budget. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas en adéquation avec ce dont ils ont besoin. Ah ouais. Et de manière générale, si Macron était libéral ou même ultra-libéral, le nombre de fonctionnaires aurait baissé, évidemment. Là, on est sur la même tendance que les présidents précédents, sur ce point-là. Totalement. Et la France reste un des pays avec un des plus forts ratios de fonctionnaires par habitant. Oui, c'est énorme. C'est Ouais, énorme. C'est énorme. Le plus haut taux d'élus, on avait donné les chiffres la dernière fois, c'est 1% des Français qui sont 1% élus. des Français. 10% de fonctionnaires et 1% d'élus. Et tu prends un des meilleurs pays là-dedans, ça va être la Suède, si tu veux. Je crois qu'ils n'ont que 4500 fonctionnaires pour 8 millions d'habitants. Okay. Pour 8 ou 10 millions d'habitants, je crois qu'ils sont. Là, c'est l'efficacité pure et dure. D'ailleurs, la Suède, dans les années 90, c'était un pays très socialiste. Ils sont passés au libéralisme du jour au lendemain, comme ça. Ça a été un peu dur pendant 6 mois, mais après, tout le monde était content. On parlait de la Poste tout à l'heure. Les meilleurs services postaux du monde, après avoir été privatisés, c'est en Suède. 95% des plis nationaux sont délivrés le jour même. Tu postes ta lettre, elle arrive le jour même, en fait. Ah ouais. C'est Amazon, quoi. C'est ouais, Privé, ouais, tout simplement.
Moi, ici, j'ai vraiment l'exemple parfait parce qu'il y a beaucoup de services de livraison de colis, tu sais, et je reçois pas mal de colis internationaux, entre guillemets, de gens qui m'envoient des colis de la France, tout ça. Et tous, sans exception, genre tous les services que j'ai testés, tous, vraiment, ça change de la France. C'est-à-dire que les mecs te postent devant la porte, vraiment, de chez toi, même si moi je vis reculé et tout, ils viennent tous et tout. Et le seul, mais vraiment, hein, je blague pas, hein, le seul service qui ne me livre pas les colis, c'est l'US Postal. C'est le service public, la poste. C'est un truc de fou, tu vois. Faut aller les chercher à la poste et elle s'est ouverte. Alors là, attention, c'est vraiment, tu sais, genre, c'est ouvert 4 heures par jour, tu vois. Et pas le mercredi et pas le week-end. Ah, de toute façon, ils peuvent pas faire faillite, ils s'en battent les couilles. Et c'était Ouais, quoi c'est ça. En fait, on développe vraiment beaucoup chaque point. Ça fait déjà 57 minutes qu'on est en live exactement. Est-ce que c'était quoi le prochain point que tu avais en tête, Nico, pour nous? L'imposition, concrètement, hein, le prélèvement social. Moi, je me rappelle en Ah oui. 2017. Pour ceux qui se rappellent, en 2017, vous aviez un candidat qui s'appelait Mélenchon, qu'on peut vraiment pas taxer de libéral, qui proposait d'augmenter les impôts de 55 milliards. Il faut 55 milliards de plus d'impôts, machin, confin et tout. En vrai, est-ce que vous savez de combien l'imposition a augmenté sous Macron, en fait, le prélèvement? Putain. Je te laisse dire un chiffre, Baptiste, ou t'aimes En pas ça, milliards, toi? mais c'est un peu, j'en sais rien, franchement, en T'aimes pas milliards. ça, toi, balancer un chiffre comme ça au hasard? Ben non, non, j'aime pas. J'en sais Moi, je vais rien. te dire 60, allez. Macron, entre 2017 et 2023, il y a 288 milliards d'augmentation du prélèvement fiscal. 288. Putain, Ah ouais. c'est un truc. Mais après, faut voir l'augmentation de la dette aussi. Hein. Elle augmente Ça bah, aussi. elle a passé les 100% et les 3000 milliards sous Macron. Et voilà, c'est ça aussi. C'est qu'en fait, 100% du PIB, ouais. l'augmentation de la dette, elle est exponentielle, frérot. Elle est Ouais. gigantesque. Donc évidemment, il y a plus, toute la thune part, il y a plus de thune. Donc là, c'est la panique. Hein. Non mais Ah c'est C'est vrai. ça. Il se Ça, tient On sur le la rappelle, dégradation il y a de trois la moyens pour un note, État de venir vous niquer la gueule avec le fric. C'est les impôts, comme vient de le dire Nico. C'est la dette, comme vient de le dire Baptiste. Et c'est aussi l'inflation. Est-ce qu'au au niveau de l'impression de billets, il va aussi la Mais là, ils retordre peuvent même plus. Ils peuvent même plus. C'est-à-dire Ils que là, peuvent ça plus, ouais. rattrape même plus la dette. C'est-à-dire que même l'impression de billets, en fait, là, c'est même plus la solution, quoi. C'est ce que disaient plusieurs. J'écoutais plusieurs débats avec putain, j'ai plus le mot français, des spécialistes de l'économie et économistes, avec des économistes. Et c'est ce qu'il disait. Il disait que là, même l'impression de billets, en fait, même en faisant tourner les machines à fond, là, c'est trop tard. Depuis le Là. traité de Lisbonne en C'est plus 2003, je crois. possible. Ouais, c'est plus possible. En fait, la dette, elle est trop, tu sais, ça part trop vite, en fait. C'est pour ça qu'ils parlent de se servir sur les épargnes des Français. Tu vois. Ah ouais, bah écoutez les gars, je vais Bon, vous après, partager un petit... c'est Ça va être l'autre bien, ça. cramé du ciboulot de Rousseau hein, qui parle d'épargne, mais putain, il Non, faudrait non, pas ouais, que ça donne des idées aux autres parce que ouais, mais ouais. c'est Gav qui dit qu'il pense que Gav dit que il pense que c'est possible, hein, qu'ils se Ah, servent. mais à un moment donné, si vraiment ils ont besoin, Parce ils que vont pas c'est se gêner, prévu. Il y a une clause qui prévoit ça apparemment, de ce que j'ai compris. Il y a une clause absolument. qui prévoit ça. Et de toute façon, même s'il n'y en avait pas, ils en font passer une en 2-2 et puis ils se servent après. Hein. Donc là, visuellement, on voit bien que Ah, Macron, ça- il a encore plus explosé la dette que ses prédécesseurs. Quoique sous Sarkozy, c'était pas mal aussi. Quand même. Pour un gars de droite. Jospin. Hey, Attends, attends, je vois pas qui c'est. Qui si, a... c'est Jospin avant Chirac, quoi. Jospin qui a été stable. C'est celui qui a été le plus stable. Enfin, On lui c'est rend celui, pas assez hommage. On lui rend pas assez hommage, je trouve. c'est quand même celui le mec qui a le moins- moins emprunté sur les marchés. Attention, ça, c'est pas pour Ouais. autant qu'il a pas ponctionné en imposition pour Oui, non, mais compenser je veux dire, justement. celui qui a fait le moins augmenter la dette Ouais. de tous les présidents. Mais on voit clairement que Macron, il a explosé la dette de manière exponentielle Bon, il aussi. est hors, Et je voulais revenir sur le prélèvement obligatoire, mec. J'avais une question importante parce que tout le monde Oui. dit que Macron a supprimé l'impôt sur la fortune, donc c'est un libéral. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On entend souvent cette histoire de cadeaux aux riches, mais en vrai, l'impôt sur la fortune, bon déjà, enfin à titre personnel, et je pense que n'importe qui a un peu de jugeote et de connaissances économiques, c'est que taxer le patrimoine, c'est une hérésie en fait, c'est contre-productif et ça rime à rien, ça revient à déposséder en fait. Hein. Ça par contre, c'est du communisme. Hein. Taxer le patrimoine, c'est concrètement, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, c'est rapport de la Cour des comptes et INSEE, hein, c'est que l'ISF, il y avait en 2017, donc avant la réforme, parce que l'ISF n'a pas été supprimé, il a été réformé. Ils ont pondu l'IFI à la place.
il y avait, donc en 2017, juste avant la réforme, il y avait 358 000 ménages, donc ménages, foyers fiscaux, qui étaient assujettis à l'impôt sur la fortune. Sur ces 358 000 ménages, selon l'INSEE, il y avait plus de 22% dont le revenu net imposable du foyer, attention, le revenu imposable, pas ce que tu gagnes, parce que le net imposable, c'est supérieur à votre net. Moins de... brut, quoi. Non, pas le brut. En fait, parce qu'en France, Tout ce tu qui payes rentre des impôts sur ta quota, CSG. tout ce qui est dans le quota imposable, quoi. C'est ça. Ouais, c'est bon. En fait, disons que quand tu gagnes 1000, ton brut, on va dire, je te prends des arrondis à la con. Si tu gagnes 1000 sur ton compte en banque, on va dire que ton brut, c'est 1800. Ton impôt sur le revenu, il est calculé à 1200, pas à 1000. Parce que tu as les 200 de CSG sur lesquels tu payes des impôts. La France, c'est le pays aussi où tu payes des impôts sur les impôts que tu payes. C'est fantastique. Tu payes des impôts sur de l'argent que tu n'as jamais touché. Exactement. Combien vous avez payé d'impôts 200 euros. Sur ces 200 euros-là, vous allez payer 20 euros de plus. Et donc là, net imposable, je viens de comprendre la définition. Il y a des taxes. Je pense que c'est bien des plus grosses taxes. Et donc tu nous disais que 22% donc presque un quart des assujettis à l'ISF étaient à moins de 51 000 net imposables. C'est juste quand il y a deux revenus dans le foyer, c'est juste 100 balles de plus que le SMIC en fait. 22%, presque un quart en fait. Et là-dedans, il y avait 5% des ménages, soit 16 750 ménages qui gagnaient moins de 18 700 euros. 18 700 euros, c'est moins qu'un seul SMIC. Un seul SMIC, c'est 20 037. C'est plein de gens qui avaient beaucoup de patrimoine, mais qui avaient des revenus très moyens ou très faibles, du moins pour les pourcentages que tu viens de nous décrire. C'est ça. C'est des vieux, généralement. Et des vieux ou alors des gens qui ont ça a fait pas mal de bruit à une époque, notamment sur l'île de Ré, mais par exemple en Corse du Sud aussi, il y a une commune record d'Europe de l'inflation du mètre carré. Tu hérites d'un terrain, tu en hérites en indivision, donc tu peux même pas t'en débarrasser, c'est trop petit pour faire quelque chose, c'est la plaie. Sauf que le prix du mètre carré, il a flambé de folie, tu te retrouves avec un terrain de merde sur lequel tu peux rien faire, mais par contre il a une valeur de 1,5 million et tu te retrouves à payer l'ISF alors que toi, tu es tout juste à galérer au SMIC. Et comme tu sais, on a tous ces châtelains qui ont des châteaux et qui peuvent pas les entretenir parce que ça coûte trop cher, qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont des revenus, que ça coûte une blinde et tout. Et ces gens-là, ils ont un château qui a une valeur qui décroît entre guillemets parce qu'il y a un manque d'entretien, mais voilà, qui a une grosse valeur. Et en fait, ils veulent garder le château dans la famille, mais eux, du coup, ils n'ont pas les moyens quasiment. Et généralement, je sais que tu as plein de châteaux où tu as 3 pièces de chauffé, là où ils vivent, et tout le reste n'est pas chauffé, tout le reste n'est pas entretenu, etc. Mais des fois, ils n'arrivent même pas à s'en débarrasser parce que personne n'en veut en fait. Et après, c'est ça le problème, c'est qu'il veut acheter un château, tu vois. Donc il est estimé un château qu'il faut refaire. Il est estimé à un certain prix, donc potentiellement en patrimoine, c'est ce qu'ils ont, tu vois. En patrimoine immobilier, ils ont 1 million ou 2 millions ou 3 millions, etc. potentiel, quoi. Alors que les mecs, finalement, ils font 20 000 balles par an, quoi. C'est ça. Donc en France, tu avais un quart de classe moyenne basse et pauvre qui payait l'ISF. Et depuis la réforme, c'est un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en 2019. Depuis la réforme, l'IFI est beaucoup plus équitable en fait. C'est plus que 140 000 foyers qui sont imposés, mais il est a priori et la réforme est devenue beaucoup plus équitable. Du coup, est-ce que c'est un cadeau aux riches ? Est-ce que les ultra riches, en gros, payent encore l'ISF ? C'est ça la question. Sur le patrimoine immobilier, du coup. Ouais. Okay. Et est-ce qu'on sait combien de... est-ce que ça rapporte plus que ce nouvel impôt par rapport à l'ISF ? Non, ça rapporte moins. Ça rapporte moins. 3 milliards de moins. L'ISF rapporté sur la dernière année 5 milliards. Et l'IFI rapporte... Bon, ça augmente par contre. Ça augmente. Mais l'IFI, je crois que l'an dernier, on était sur du 2,5 milliards, un truc comme ça. Okay. Donc, pour résumer, il y a eu cette annonce choc dont supprime l'ISF. Mais après, quand on regarde les chiffres, tant en valeur absolue, avec le 400 milliards d'augmentation, qu'en pourcentage, avec presque 50% des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, les impôts ont complètement explosé, tant en valeur absolue qu'en pourcentage sous Macron. Donc d'un côté, il y a cette espèce d'annonce médiatique, on supprime l'ISF, et de l'autre côté, les impôts augmentent beaucoup plus que sous n'importe quel autre président. C'est ça. Est-ce que c'est bien ça ?
C'est Ok. ça, c'est ça. Là, je me trompe pas quand je dis ça. Donc là, donc là, Non, ouais. c'est du socialisme pur et dur. Parce que j'imagine que il y a ces augmentations en valeur, en pourcentage, on sait qu'elles n'ont jamais été aussi hautes que sous Macron. Mais j'imagine qu'en valeur absolue, ces 400 milliards, c'est aussi un record par rapport au président précédent. 288. 288 milliards, Ouais. excusez-moi, 288 milliards. Donc là, j'imagine que les présidents précédents aussi, ils n'ont jamais augmenté en valeur absolue autant les impôts. Non. Oh, ok. Non. Mais c'était pas du vrai socialisme, il y a toujours la visite sociale. Tu sais, avec la veine qui sort là. Ouais, moi, mon objectif, Tu verras dans les commentaires YouTube, ça, je te préviens. Prépare-toi à te faire bien insulter. moi, mon objectif, vu que je suis un peu autiste, c'est vraiment point par point de prouver que Macron est le président le plus socialiste depuis Mitterrand. Pour l'instant, c'est un sans faute, à part sur l'augmentation de la fonction publique qui est restée stable. Donc ça en fait quand même un socialiste. Ça a augmenté. Hein. On a une augmentation du coup de 4% à peu près. Ah, Environ mais 4%. on a une augmentation. S'il était libéral, ça aurait dû qui est baisser. stable. Simplement. Exactement. S'il avait été libéral, ça aurait dû baisser. Ouais, ça aurait dû baisser. Ouais, Donc le exactement. fait que ça reste une augmentation stable, ça veut pas dire qu'il est pas socialiste, ça veut juste dire qu'il l'est autant que les autres, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de capitaliste sur tous les points importants que tu nous as cités. Et puis il y en a encore d'autres. Bah, un petit peu De sur le côté, capitaliste, oui, sur mais il y a rien de l'ISF libéral. dont on vient de parler, sur l'ISF dont on vient de parler, voilà, disons que c'est ce qu'il a fait de plus juste, disons au niveau de régulation d'impôts, parce que Ouais, c'est ça. c'est plutôt une bonne chose entre guillemets. Ouais, mais c'est une goutte d'eau par rapport à l'ensemble de l'imposition. C'est une goutte d'eau, c'est ça. Oui et non, parce que ça revient à taxer vraiment le capital, en fait, le patrimoine. Je veux dire, même dans une logique de taxation, c'est contre-productif. Ça revient. Oui, à mais ça l'était l'imposition. déjà avant. Ça l'était déjà avant. Ça l'était déjà Ce que je avant. veux dire, c'est que la façon dont il a fait, ça empêche certaines personnes qui n'ont pas les moyens de payer cette taxe, en gros. C'est ça. Mais oui. Et la taxe en elle-même reste horrible, je suis d'accord. Totalement, ouais, totalement. Okay. Mais moi, je veux bien insister sur le fait que c'est juste un effet d'annonce parce que c'est minime par rapport à l'ensemble des prélèvements. Ah oui, c'est clair. Est-ce que tu veux... C'est quoi le prochain point sur lequel tu peux nous montrer que Macron est un putain de socialiste? Attends, on les avait fait en vrac, j'en avais pensé à un il y a Parce que moi, j'avais en tête le SMIC. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le SMIC? On a le SMIC, on a eu c'est la plus grosse augmentation du SMIC depuis longtemps. La plus belle augmentation du SMIC depuis les années 70, ouais. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est parce que c'est indexé sur l'inflation. Non, ça a augmenté plus que l'inflation. L'inflation a augmenté d'11% sur la période 2017-2023 et le SMIC a augmenté de 18%. Ah ouais. Donc, on va dire, oui, c'est 7% de plus. C'est 7% de plus. Ça a augmenté plus que l'inflation. Et est-ce que, en termes d'augmentation, c'est vraiment la plus grosse augmentation que sous n'importe quel autre Alors, oui et non, parce qu'on a un effet de bord statistique, en fait. En termes de proportion, quand tu passes de 1 euro à 2 euros, ben, ça fait 100%, si tu veux. Donc, fatalement, c'est les effets de bord statistique. Hein, quand tu arrives vraiment sur des valeurs infiniment petites ou infiniment grandes, le pourcentage est pas super pertinent. Mais par contre, en absolu, en valeur absolue, du coup, c'est la plus grande. C'est-à-dire que si tu regardes une courbe croître, tu verras que c'est sous Macron qu'elle croît le plus. Par contre, en termes de, sa pente est la plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur la plus forte en euros absolus. Maintenant, il faut pas comprendre qu'à une époque, le SMIC c'était l'équivalent de 400 euros. Donc en fait, quand tu l'augmentes de 50 euros, tu passes à 450 euros, tu es à plus de 10% d'augmentation, tu vois. Ah oui. Ouais, c'est ça. Alors qu'une fois que tu es à 1500 et que tu l'augmentes à 1600, tu as augmenté de 100 balles, donc 2 fois plus que ce que tu as augmenté à la fin, mais en valeur absolue, rapporté à 1600, c'est moins, quoi. Ça donc avec des variations aussi importantes, on peut dire que la hausse du SMIC est la plus importante en valeur absolue sous Macron. Qu'on vienne pas me dire qu'augmenter le SMIC, c'est libéral ou turbo-libéral. Ah tiens, il y a un truc qu'on va nous dire, je pense. C'est la taxe d'habitation. Et puis là, ils viennent juste de parler d'augmenter la taxe foncière en plus, tu vois. Il y a une suppression de la taxe d'habitation, il me semble, pour les locataires ou quelque chose comme ça, en dessous d'un certain revenu, non? Il y a eu une suppression de la taxe d'habitation. Mais c'est pas pour tout le monde, hein. Mais il y a des gens qui ont vu leur taxe d'habitation supprimée. Absolument. Depuis le 1er janvier 2023... J'essaie de me faire l'avocat du diable parce que je sais que... Depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables. Mais c'est bien joli, encore une fois, un peu comme pour l'ISF, de venir faire des effets d'annonce. On supprime cette taxe, mais après, quand tu vois que sur l'ensemble de ce qui est... Oui, il le récupère ailleurs, mais c'est ça. Ça explose. C'est ça qu'en fait, c'est que l'ensemble des prélèvements a extrêmement augmenté. Et en fait, tu peux, quand tu... En fait, c'est plus... En termes de communication, tu augmentes des prélèvements déjà existants,
ça fait moins parler que de supprimer ou de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que enlever la taxe d'habitation, tu as carrément supprimé une taxe, tu vois. Et en fait, ça a l'air d'un gros effet, alors que augmenter les taxes sur l'énergie, etc., bon, c'est des taxes qui ont toujours existé, donc ça fait moins d'effet. Même si finalement ce fric, tu le récupères. C'est-à-dire que le mec qui paye plus sa taxe d'habitation, il la paye dans sa taxe d'ordure ménagère, dans sa taxe d'audiovisuel, dans sa taxe sur l'énergie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Revenu, Et puis son etc. propriétaire la paye dans le foncier, tu vois. Et puis et lui, il se dit, bah oh là là, regarde, il y a quand même, je paye quand même une taxe en moins. Mais en fait, il faut voir ça comme un budget général, quoi. Exactement. Exactement. Et puis, tu sais, c'est un peu comme ce que les gauchistes aiment bien tacler, en fait, LFI et compagnie et tout, c'est l'aide aux entreprises. Ah, 190 milliards d'aide aux entreprises. En fait, c'est pas des aides aux entreprises. C'est une, comment ça s'appelle? C'est des crédits d'impôt. C'est une taxe return, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Sur des taxes que tu as payées. C'est-à-dire, au lieu de te prendre 100, je vais te prendre 98. Tu vois, je veux dire. Et puis, on a aidé les entreprises. Non, mais ça c'est vraiment, pour le coup, mais c'est vrai que c'est stupide, c'est le fonctionnement de la France. On parlait tout à l'heure de la BPI. La BPI, tu vas avoir une jeune entreprise, la BPI, elle va te financer pour ensuite te surtaxer. Tu vois. C'est-à-dire qu'ils t'ont filé de l'argent pour que tu démarres, et dès ton premier dès que tu commences à faire de l'argent, vite, tu sais, ils reprennent tout, quoi. Et en fait, c'est même pas que pour les entreprises, parce que quand tu réfléchis comme ça, à part si vous êtes au RSA, vraiment, et que vous consommez quasiment rien, mais en fait, la plupart des familles qui touchent de la CAF, en fait, si les parents travaillent, on leur rend un peu d'argent de ce qu'ils ont, leur patron a donné sur leur salaire, de ce qu'ils ont payé dans tout, parce que il faut voir la pression fiscale. C'est ce qu'on parlait de la pression fiscale. Je pense que c'est le chiffre le plus intéressant, parce que c'est ce qui regroupe l'intégralité de ce qui va dans les poches de l'État à la fin de votre mois. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent, vous avez des comment c'est pas invoice tax, comme on dit déjà en français, impôt sur le salaire, quoi, on va dire, sur le revenu. Vous avez de l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas que ça. Chaque fois que vous payez votre facture d'électricité, il y a une partie qui va à l'État. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous avez 20% de TVA. Chaque fois que vous mettez de l'essence, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, même si vous êtes non imposable, ce qu'on dit non imposable, du fait de vivre, acheter de la flotte, de la bouffe, mettre de l'essence dans la voiture, changer vos pneus, vous payez quand même des taxes, mine de rien. Et donc, la pression fiscale moyenne pour un foyer de 4 avec 2 parents employés et 2 enfants, c'est 49%. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il y a presque la moitié des revenus en France qui sont partis dans les poches de l'État. Donc, quand cette famille-là, elle reçoit 300 ou 400 balles de la CAF, ben en fait, dans leur mois, il y a 2000 balles qui sont parties dans les poches de l'État. Dans différentes choses. Donc, en fait, ils n'auraient pas besoin de ces 400 balles-là si la facture d'électricité était divisée par 2, si le litre d'essence était divisé par 2, si la TVA elle était divisée par 2, etc. En fait, tu vois, si tout le reste des taxes qu'ils ont payées sur tout le mois avait été divisé par 2, mais ils n'auraient pas besoin de ces 400 balles. Donc, en fait, on a toujours l'impression que l'État te fait un cadeau, mais il n'y a pas de cadeau. On me rend un petit peu de ce que j'ai gagné. C'est pour ça que j'ai des gens qui m'écrivent, et je les comprends, qui ont une espèce de pudeur en mode ils veulent pas demander des aides, ils veulent pas prendre le chômage, machin. Ils sont là, genre ouais, moi je suis pas comme ça. Je leur dis toujours, mais grattez tout ce que vous pouvez gratter, parce qu'à moins que vous soyez au RSA, c'est ton argent, c'est votre argent de toute façon. Donc vous le prenez à personne. C'est comme quand Mohamed vient dans la cour de récré pour te voler ton paquet de Smarties et qui te redonne 10 Smarties. Et t'es content. Ouais, c'est ça. Il en profite, il en donne à ton copain aussi. Non, mais bon, après, c'est un mauvais exemple parce que Mohamed il rend jamais les Smarties. Mais... Et tout à l'heure, je dis une connerie parce que je t'ai dit qu'on avait déjà parlé des dépenses publiques, mais en fait, pas du tout. On a parlé de la dette publique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dépenses publiques? Les dépenses publiques ont aussi augmenté. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, vous avez ce qu'on appelle le prélèvement fiscal, en fait, hein, l'intégralité de ce qui est prélevé en impôts, en cotisations, etc., en taxes, qui correspond à 47,8, bon, disons 48% du PIB. Ouais. Et la dépense publique, c'est-à-dire que tout ce que l'État va dépenser en tout, en fait, en socialisation, en rachat d'EDF, en nouveaux radars sur le coin des routes, c'est en stade dans les cités, en aide à tel pays, en aide à tel truc, en aide à l'Ukraine, un métro à Bamako, un tank en Ukraine. Les accouchements de Absatou et de je sais pas qui à l'hôpital public, qui voilà. Juste pour les chutes de crack dans les salles de shoot.
Mec, ils prennent les pires exemples. Et du coup, on est à Et puis, depuis 58% tout à l'heure, du PIB. excusez-moi, quoi. je fais ma petite parenthèse. Depuis tout à l'heure, on fait qu'utiliser des mots, des prénoms à consonance nord-africaine ou africaine, mais tous Mais les c'est pour cassos blancs, l'inclusivité. tous les cassos blancs qui abusent du système et qui en branlent rien de Oui. la journée, c'est la même chose Mais pour après, nous. moi, j'utilise toujours des prénoms étrangers parce que je trouve qu'on est des blancs et qu'en fait, utiliser que des prénoms de blancs et des trucs de blancs, c'est vraiment pas accepté qu'aujourd'hui la France elle est multiculturelle, de Pour des faire raisons référence à notre d'inclusivité. propre culture. Donc, pour des raisons d'inclusivité, chaque fois que je parle de quelqu'un, je prends un prénom, voilà, consonance étrangère, voilà. Ah, Et donc, il y a pas un souci, c'est pas de souci. c'est très très bien. Bah écoute, Pourquoi ce serait t'as toujours vraiment, des Benoît et vraiment des Baptiste. Thomas dès qu'on cite un exemple? Non, il y a aussi des Mohamed, des Abdelkrim, voilà, ils vivent en France aussi, ces gens. T'as vraiment le Et- cœur sur la main pour les questions d'inclusivité, Baptiste. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vis avec mon temps. Je suis à bonne école, tu sais, ici au Texas, on est très inclusif. Bah oui. Attention, pour pas avoir de problème avec l'ARCOM, il faudra placer un Jean-Édouard juste derrière. Et à David. Bah, Et, bon, alors donc- prenons comme exemple celui qui paye l'ISF, Jean-Édouard. Et du coup, mec, Sale riche. je t'ai coupé sur les dépenses publiques. On a 58% du PIB, 58%. Donc on prélève 48, on dépense 58. La différence entre les deux, bon, il y a un peu de recettes, c'est-à-dire que comme l'État est au capital de pas mal de boîtes, il rentre un peu d'argent quand même. Et donc on a de la recette qui vient s'y rajouter, et le reste, du coup, c'est de la dette. C'est de la dette. C'est Le reste, obligé c'est de la dette. d'emprunter. Bah oui. Ou de l'impression de billets aussi. Mais la France n'imprime plus de billets. Oui, mais elle récupère sa part de la Banque Centrale Européenne. Elle contracte. Non, Je crois qu'il s'est arrivé au bout là. ouais, elle emprunte sur les marchés. Ouais, c'est que de Je crois l'emprunt. qu'elle emprunte sur les marchés. Ok, maintenant. donc là, elle ne fait plus qu'emprunter. On en revient à ce que disait Charles Gave, c'est que quand on va plus vouloir nous prêter de l'argent sur les marchés financiers, ils vont aller se servir prendra dans sur les le épargnes des Français. Exactement. Et la note de la Sur le- France s'est fait dégrader récemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on emprunte, les pays ils ont une notation de sécurité, ce qui permet d'emprunter. C'est-à-dire que la France, elle était triple A, elle est passée AA en fait, et c'est moins sécure. Donc on peut moins emprunter et il faut rembourser de manière un peu plus assidue et un peu mieux, sinon on ne prête plus la prochaine fois. Et à force, en fait, ça va mal se passer. Aïe, aïe, aïe. Et au niveau de la dépense publique, justement, est-ce que tu as un comparatif par rapport au président précédent? Est-ce que c'est vraiment plus important par rapport au président? Aux autres Non, présidents alors ça dépense plus que les anciens présidents, mais pas énormément plus non plus, quoi. Mais ouais, on est à 4-5% de plus qu'un Hollande, par exemple. D'accord, donc en fait, même là, c'est un putain de socialiste par rapport à un Hollande. Attention, la dette, si elle se creuse, c'est pas magique. Hein. Et Ah ouais, il y a c'est forcément clair, de l'argent ouais. qui sort. Parce qu'on a quand même drastiquement augmenté les entrées. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'augmentation d'impôts de combien de milliards je sais plus, on était à 80 ou je sais pas combien de milliards. 288, ouais. 200, ah oui, voilà. 280 milliards. Donc les dépenses ont quand même. Les entrées ont quand même énormément augmenté. Et on arrive Ah quand oui. même à creuser la dette. Donc à un moment, je suis pas un expert en maths, mais c'est bien que les dépenses, elles augmentent, tu vois. Et c'est là, en fait, que tu te dis. C'est là en fait que tu te dis tous ces gauchistes qui disent il faut taxer les riches, il faut leur prendre plus, il faut prendre l'argent là où il est. Mais en fait, ça sert à rien de prendre plus en fait. Il y aura plus de riches, de toute façon. Il faut mieux gérer. Il faut mieux gérer parce que déjà que tu augmentes de 280 milliards, t'arrives toujours pas à faire tourner le pays comme il faut. Il part où le pognon en fait? Il part où le pognon? Tu vois, je veux dire. Quand tu dépenses- Et comme pour l'État, c'est impossible de bien gérer, c'est impossible par sa nature de bien gérer, on en a parlé C'est ça, plusieurs ouais. fois, il faut simplement arrêter de prélever et limiter au maximum là où l'État a une marge Mais d'action. même pas que, La mais dette. même pas que pour les limiter eux, même juste pour le bien-être des marchés financiers, Ah oui, de évidemment. l'économie. En France, je veux dire, on le sait aujourd'hui, on sait qu'il faut laisser de la liberté aux entreprises de se développer, etc., qu'il faut arrêter de les étouffer. Donc de toute façon, c'est l'argent appelle l'argent, c'est comme ça. C'est l'exemple que je prenais au début du live quand Nicolas était pas encore là et où je disais avec ma propre entreprise, tout ce que je fais là aujourd'hui que j'aurais pas pu faire si on me l'avait pris tu vois, si tout cet argent-là, ce serait devenu de la dette. Tout cet argent qu'ils auraient pris à ma boîte, ils l'auraient dépensé, ça serait devenu de la dette. Et en Ah fait, oui. ça aurait jamais, c'est vrai, hein, et ça aurait jamais été, enfin, ça serait jamais été réinvesti dans l'économie en fait. Et puis, donc là, pour résumer, vu que je suis un peu autiste, encore une fois, pour recentrer sur le sujet, ce qui se passe, c'est que même sur les dépenses, on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup plus socialiste que les autres présidents, mais il est quand même plus socialiste que les autres présidents depuis Mitterrand. Ouais, il dépense plus. En fait, concrètement, et encore une fois, c'est là que tu vois que le français ne comprend pas l'économie ni ce que c'est le libéralisme. C'est quand tu entends c'est un libéral, il fait des cadeaux aux riches, tu vois, t'entends la France, c'est un paradis fiscal, mais
oh, le niveau stratosphérique de conneries, en fait, c'est, enfin, en plus, du point de vue de la France, tous les autres pays du monde sont des paradis fiscaux. Parce qu'on est le pays le plus imposé du monde. On a un enfer fiscal, en fait. Pour qu'il y ait des C'est ça, paradis fiscaux, exactement, pour qu'il y ait des paradis fiscaux, il faut qu'il y ait des enfers fiscaux. On est un Et enfer on fiscal. est C'est ça. tellement un putain d'enfer fiscal que, alors pour Baptiste et moi, c'est plus un problème parce qu'on n'est plus en France, mais pour toi, Inch'Allah. Inch'Allah, ça c'est pas On est si plus en France. le cas en tout cas, c'est Dieu l'a voulu. Et pour Inch'Allah. toi, mec, Inch'Allah, on est plus en France. c'est tellement un enfer fiscal que là, la dette qui augmente, c'est tes gamins qui vont la payer. Moi, je suis Mais en Corse. personne Bientôt, ça sera indépendance. Et puis voilà. Non, ciao, ciao. C'est pareil, Non, mais machallah. non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est que regarder les bébés, regarder les enfants, qu'on continue à dépenser plus que ce qu'on génère, c'est des dettes que vous mettez sur la tête de vos enfants. Et ça, c'est Totalement. complètement irresponsable. Chaque Ah, enfant qui naît aujourd'hui naît avec 45 000 euros de dette, faut le savoir. 45 000 euros de dette par Français aujourd'hui. Et tous Sachant ces que ça, c'est qui divisé... demandent- non, mais sachant que ça, c'est divisé en 70 millions de Français. Et comme il y en a que, on sait qu'aujourd'hui, il y en a que 20% qui payent réellement, ça fait plus. C'est vrai Ah, que ouais. c'est vrai qu'en plus c'est que un ménage sur deux qui paye l'impôt sur Ouais, le du revenu. coup, déjà. c'est par dette Pour le imposable en revenu, fait et puis après, il y en a tout le qu'il reste, faudrait mais- calculer ce chiffre. C'est par tête, par futur. Oui et non, dette parce qu'en fait, imposable. j'ai expliqué qu'avec la pression fiscale, n'importe qui dépense déjà de toute façon de l'argent, Ouais, c'est entre vrai. guillemets, il paye, tu vois. Tout à fait. N'importe qui vit en France déjà paye. Et en fait, tous ces de gauchistes là qui veulent plus d'aide sociale, je veux avoir plus de jours de vacances, je veux avoir plus de jours d'arrêt maladie, je veux avoir plus de primes de Noël, etc. etc. Ils font ça parce qu'ils en ont rien à branler des générations futures qui vont devoir payer pour eux. Et toi, tu passes un message très très important, Baptiste, c'est que de toute façon, à partir du moment où tu travailles, où tu génères de la richesse en France, même quand tu es au bas de l'échelle, tu te fais Même par quand l'État, t'es au tu te fais SMIC. enculer par le socialisme. Même quand tu es au SMIC. Même quand Ouais. tu es au SMIC. Parce que ton patron, il te donne 2 fois le SMIC déjà et que tu touches qu'une fois le SMIC. Parce que dès que tu payes n'importe quelle facture, tu en donnes la moitié à l'État. Parce que dès que tu achètes n'importe quel truc, tu donnes 20%. Et d'ailleurs, tu sais, souvent, moi, quand j'ai des clients ici que je les guide, tu sais, ils sont pas habitués au fait que ici les taxes sont pas affichées. Tu sais, tu payes et tu arrives à la caisse et là, il y a les taxes. Et souvent, les gens trouvent ça bizarre. Mais en fait, c'est pas bizarre, c'est normal. Parce qu'en fait, la taxe, c'est pas le vendeur qui met ça. C'est pas lui, il te dit le prix qu'il vend l'objet. Après, la taxe, ça, c'est l'État qui le fait sur la transaction. C'est la transaction qui est. Comme ça, tu qui te est, plains pas que le truc est cher en fait. Là, tu te rends. Alors qu'en France, on dit pour c'est cher en fait, mais en fait, Exactement. déjà il faut En- il faut te dire que tu enlèves 20% de la TVA. Voilà. Et Mais en France, les gens se rendent pas compte, en fait, de combien Exactement, ils payent en ouais. taxe. Parce qu'en gros, en France, si on faisait comme aux États-Unis, tu irais dans un brico-dépôt, t'achèterais une tronçonneuse à 300 balles, t'arriverais en caisse, on dirait 360. Et tu dirais quoi? Oui, il y a 60 balles de taxes. Sauf que là, c'est directement affiché 360. Donc tu t'en rends pas compte. Tu te dis juste, putain, On est c'est conscient. cher, presque 400 balles pour une tronçonneuse. Exactement. Non, non, en fait, c'est elle est à ça. 300 balles. Elle a 300 puis, balles. Il y a c'est- 60 balles de taxes. C'est 60 balles de taxes au moment de cette transaction. Mais Oui, c'est la avant, transaction. il y a eu Ah bah, elle a plein été de taxée taxes. oui. Il y a eu énormément Tous les de taxes. matériaux, Avant, entre chaque intermédiaire, il y a eu une C'est putain ça. de taxes. Bah, d'ailleurs, Imaginez-vous même plus tellement, parce que maintenant, les tronçonneuses, elles sont juste toutes importées, parce qu'il n'y a absolument aucun moyen de fabriquer des tronçonneuses en Ouais, France. c'est vrai, ouais. Parce que ça coûterait. Parce que justement, toutes les étapes seraient tellement taxées que la tronçonneuse, elle serait à 800 balles, en fait. Donc, prenez, Donc, par contre, sur un produit fait en France, imaginez-vous qu'à Ah ouais. chaque transaction, il y a une putain de taxe. Imaginez-vous le prix que vous payerez réellement si l'État arrêtait de se servir dans vos poches. Pour en revenir à ce que disait Baptiste, en fait, en France, les vrais parasites, c'est les fonctionnaires et les gens qui ne travaillent pas, qui ne créent pas de richesse. Tous les autres, ils se font défoncer par ce putain de système. Ouais, ouais. Les vrais parasites, c'est les hommes politiques d'extrême gauche, tu vois, là, toute la clique NUPES. Mais pas Ça, que oui, des tu vois. gauches, hein, en vérité, hein, tous, hein, parce qu'en fait, tous les hommes politiques, je veux dire, tu prends un parti à la con, tu fais 5% ou 6% ou 7%, tu prends des millions de subventions. Hein. Derrière, t'es Alors, tranquille, oui, t'as aucun mais élu, t'as rien à faire. Hein. Là, par exemple, en Conquête, ils ont pris, je sais pas combien de millions, 1 million ou 2, je sais plus, de subventions. Toute l'année, jusqu'aux prochaines élections, ils sont tranquilles avec ça, tu vois. Ah ouais. Et là, on a énormément parlé de chiffres, Nico. Donc, on a parlé de la dette, des impôts, des dépenses, etc. etc. Mais d'un point de vue régulation. Alors, régulation, c'est un anglicisme, mais d'un point de vue réglementation, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Macron, sur le Code général des impôts, par exemple?
Ouais, c'est une métrique que j'adore en fait. C'est c'est rien que déjà le chiffre de base, il fait peur. Mais en 2017, il y avait 700 000 mots dans le Code général des impôts, ce qui est un truc Ok. insane en fait. 700 000 mots, on se rend pas compte, mais En fait, il faudrait comparer, il faudrait que les gens comparent avec 1950 pour voir la différence. C'est-à-dire pour voir un code d'impôt normal et un truc complètement dément. Non, mais ça, parce qu'en fait, là, c'est 700 000 mots. Je pense qu'en 1950, c'était moins de 100 000 mots, en fait. Tu vois. Mais C'était- en vrai, si tu veux un vrai déficit, il faut comparer avec des pays comme la Suisse, tu vois. Je veux dire, alors j'ai pas celui Ah ouais. des impôts en Suisse, mais tu prends le code du travail en Suisse, il fait 30 pages. Celui, Ouais, ouais. celui de la France, il en fait 3000. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et en 2021, il avait augmenté de 100 000 mots, 800 000 mots. Il faut se dire que 100 000 mots, c'est l'œuvre de Shakespeare. 100 000 mots, c'est l'œuvre de Shakespeare. Voilà. Donc, pour vous donner un aperçu du truc. Combien on avait, Guise, combien on avait dit qu'il y avait de mots dans la Bible? Mots dans la Bible, 770 000, mais c'est la Bible, quoi. Voilà, le code des impôts a dépassé la Bible, en fait. Le code général des impôts a dépassé la Bible. C'est juste monstrueux. C'est vraiment une symbolique de l'État qui remplace Dieu. Non, Et mais c'est là, qu'un seul ouais. code parmi une centaine, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ah, c'est Il y a fou. plusieurs millions d'articles, de codes, de textes réglementaires en France. Donc même en termes de réglementation, ça s'est complexifié sous Macron, quoi. Mais bien sûr, la dernière fois, il Ouais. montrait pour les agriculteurs les règles sur la production agricole qui, en l'espace de 20 ou 30 ans, avaient été multipliées par 10. Donc, c'est évidemment, tu vois. C'est passé d'une dizaine de règles à une centaine. C'est ça, c'est Est-ce que ça. là, on a un Bon, comparatif de l'augmentation par rapport au président précédent ou on n'a pas la donnée? C'est non, j'ai pas la donnée. C'est dur d'avoir des chiffres. Ça doit pouvoir se Ouais. trouver, mais j'ai pas la donnée. Ok. Donc sur ce point-là, on ne peut pas affirmer de manière rationnelle qu'il est plus socialiste que les autres présidents depuis Mitterrand, mais on ne peut pas On peut dire affirmer qu'il est qu'il pas va libéral, dans la voilà. direction libérale, Non, en tout c'est cas. sûr. Il va dans la direction, il Exactement. continue dans la direction socialiste, ça c'est sûr et certain. Il y aurait de la dérégulation dans l'air s'il était libéral. Tu vois, je veux dire. Ouais, c'est Les pas le gens cas, se hein. basent que sur le résultat. Et c'est un peu trop facile de se baser sur le résultat. Tu vois, à un moment donné, le socialisme n'a jamais marché dans l'histoire de l'humanité. Hein. Tu peux pas te baser sur le résultat. Tu vois, oui, ça a marché dans un pays. J'aime bien le rappeler. Tu vois, ça a marché très bien. Le socialisme dans un seul pays, c'était en Libye. Voilà. Mais ça a bien marché parce qu'il y avait l'argent du turbo-capitalisme du pétrole en dessous Ah oui. qui faisait Et carburer le truc. puis on ne sait même pas si ça aurait marché à long terme parce que le régime a été mis à mort par la guerre. Ouais, Ça a duré un certain Mais Sarkozy, en tout cas, on a l'exemple du Oui, ils l'ont Venezuela oublié. qui s'est écroulé alors qu'ils avaient le turbopétrole à cause du communisme. Exactement. Ben, l'Argentine, pareil. Hein. Mais comme le dit Margaret Thatcher, le socialisme, ça fonctionne jusqu'à que l'argent des autres se termine. Donc, ça peut marcher 2-3 ans le socialisme, les gars, mais à moyen long terme, c'est toujours l'individu, le peuple qui prend cher. Et puis là, c'est vraiment d'utilitarisme qu'on fait, parce que même dans les principes, comme on l'a rappelé dans le dernier Radio Dixie avec Baptiste, c'est un enfer total sur quoi se base le socialisme, le communisme. C'est immoral. C'est immoral, ouais, c'est ça. Vraiment, Et puis tu les écoutes, ils vont te dire, il faut prendre les sous d'Arnaud. Mais tu fais quoi l'année d'après, mec? Tu vois, une fois que tu as pris les sous de tous les riches, que tous les riches sont pauvres, tu fais comment l'année d'après? Il faut qu'il y ait que des pauvres, en fait. Et quand il y a que des pauvres, il n'y a plus rien. Tu meurs de faim, voilà. Comme en URSS, comme en Chine, Basique, comme... hein. Enfin... Est-ce que tu avais d'autres éléments à nous apporter? Là, comme ça, non, mais je pense qu'on a fait un joli tour aussi. Hein, on a fait le tour, hein. Moi, j'ai noté qu'il y avait un renforcement du contrôle des marchés, mais ça, on l'a parlé un exactement. petit peu. Après, tu as eu plein de... On peut parler des dernières trouvailles de génie aussi. Typiquement, la taxe sur le streaming, la taxe sur les livraisons de bouquins, tu vois, plus 3 €. Oui, les livres d'occasion, là, je viens de le dire. Là. Mais comme tu disais, voilà, au tout début, les livres d'occasion qui vont sortir. Il y a eu pour pousser la réparation, en fait. L'État, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu offrir une prime à la réparation. C'est-à-dire que je me rappelle de tu ça. allais réparer tes trucs, tu pouvais recevoir une aide pour faire réparer tes objets. Et tout, en fait. Hein. Même rapiécer un jean, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? UFC Que Choisir a fait une étude sur un an. Tous les trucs de réparation, ils ont pris 20% de le prix de la réparation. Oui, parce que le mec le cordonnier, si l'État va subventionner de 20%, mais il va augmenter de 20% son prix.
Au final, c'est toujours l'offre et la demande qui régissent la vie, la réalité. Et là, donc, en fait, là, on n'est pas encore dans la lutte finale, mais on est dans les prémices de la lutte finale avec toutes ces conneries, quoi. Alors, quand on en arrive à subventionner la réparation de ta ceinture en cuir, c'est l'URSS. C'est incroyable. Prends ton ticket de rationnement et va faire réparer ta ceinture. Ah ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que c'est bien. Ouais, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, c'était intéressant. Et puis voilà, au moins il y a des chiffres concrets, il y a des réflexions concrètes. Alors bon, on sait, hein, on va se faire défoncer. On est des cons. On le sait, c'est pas la peine de le dire en commentaire. On est des débiles. On n'a rien compris. On comprend rien à l'économie. Et vous êtes géniaux. Et vous serez super. La théorie de la plus-value. Et c'est pour ça que vous avez plein de chaînes YouTube qui marchent super bien et que vous faites des podcasts et que nous ça marche pas. Voilà. On est des gros vraiment pas la peine de le préciser en commentaire. On le sait, vous êtes tellement mieux que nous. C'est pas de souci. Pour ceux en tout cas qui ont apprécié le podcast, voilà, j'espère que ça vous a aussi donné des arguments. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un vous soutenir que Macron est un ultra-libéral ou un libéral ou un turbo-libéral ou un giga-libéral, vous saurez quoi répondre. Et si vous savez pas, le replay sera disponible dimanche à 17h sur la chaîne YouTube du Guise. Exactement. Pour clôturer, je vais simplement rappeler qu'autant sur les nationalisations, les privatisations, les prélèvements obligatoires, le SMIC, la dépense publique, la dette publique, le nombre de mots dans le Code général des impôts, Macron est beaucoup plus socialiste que tous les autres présidents. Et en ce qui concerne le nombre de mots sur le Code général des impôts, en tout cas, il continue vers le socialisme. Et c'est la même chose avec les effectifs de la fonction publique, ils ne font que croître. Donc sur toutes les données importantes, il n'y a absolument rien de libéral pour Macron. Et on peut même aller jusqu'à dire, avec une quasi-certitude, que c'est le président le plus socialiste depuis Mitterrand en France. Un énorme merci, Nico, pour tout ce travail. Oui, choukran, Nico. Je vous en prie. Avec plaisir. Et puis, est-ce que tu veux nous donner... Comment est-ce que les gens peuvent te retrouver sur Instagram ou sur d'autres réseaux, sur Twitter? Sur Insta, Nicolas Amdoulila, Nico.alphonse, ALFONSI avec un F du coup, et Nicolas Alphonse tout attaché sur Twitter. Sur Twitter, je bastonne quelques tweets sympas de temps en temps. Yes, vous avez le moral d'aller sur Twitter. Quand j'ai désinstallé Twitter il y a 2 ans, c'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Je ne suis plus jamais retourné, même pas une fois. Même le Guy, il m'envoie des tweets, des fois je lui dis faut que tu les screens, je peux pas les voir. Ah ouais, c'est tellement chronophage en plus. Un énorme merci encore, Nico. Ça me rapproche de la sphère libertarienne, moi, donc j'aime bien Twitter pour ça quand même. Mais tu vois aussi des moi, ça va, je sors dans la rue pour ça. C'est d'ailleurs un prof de maths qui avait tweeté qu'il est impossible de dire que Macron est socialiste et de gauche. Et toi, tu lui avais répondu avec toutes les données que tu viens de nous transmettre. Et il avait juste répondu si. Non, il avait défoncé avec je le dis, tu vas faire quoi aujourd'hui. Et je vais mettre en description ton Instagram, ton Twitter, parce que je sais qu'à l'avenir, il y a Pierre qui voulait mettre dans le chat. Des petits contenus sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur l'économie, je pense. Et j'ai fait que parler pour conclure cette émission, donc je vais m'arrêter là-dessus. Merci aussi à toi. Au plaisir de te recevoir, Nicolas. Yes. Avec grand plaisir. Ciao les gars, merci à tout le monde. Allez, ciao.